Avant de commencer, sachez que je publie régulièrement des vidéos. Pour être mis au courant des sorties, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche, ça me donne du courage et de la motivation. Merci à vous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'une affaire vraiment perturbante. Dans nos esprits, la police est là pour nous protéger et nous aider. Mais pouvons-nous imaginer un policier qui serait là pour tuer ? Une figure d'autorité et de sécurité qui nous piégerait grâce à son uniforme et à son statut. C'est ce qui s'est passé en Sibérie dans les années 90. En 20 ans, l'agent de police Mikhail Popkov a tué plus de 80 femmes, après avoir violé certaines d'entre elles dans une impunité totale. Retour sur ce tueur en série qui défraya la chronique et qui est un des tueurs en série ayant fait le plus de victimes. Plongeons dans cette histoire glaciale à la limite du soutenable. Nous sommes à Angarsk, en Sibérie, dans le début des années 90. C'est une ville industrielle où on atteint facilement les moins 30 en cette période de l'année. C'est une cité destinée à la pétrochimie qui est d'ailleurs toujours en activité de nos jours. Un complexe industriel construit à l'époque par les prisonniers staliniens qui sont morts intoxiqués sur le chantier. Ce complexe attire également des Russes au chômage, tentant désespérément de gagner leur vie dans cette ville polluée et au style purement soviétique. Cette ville abrite pas moins de 200 000 personnes. Et des gangs font la loi. La police de la ville est en partie corrompue, et le nombre d'homicides les dépasse complètement. C'était à cette époque que Mikhail Popkov a sévi. On l'appelait le loup-garou d'Angarsk. Ce tueur a profité de la criminalité de la ville pour commettre ses meurtres, espérant passer au travers du filet. La géographie des lieux, avec ses immenses forêts à côté de la ville, aidant à cacher facilement des corps. Nous sommes en octobre 1992. Yelena, une jeune maman, était à une soirée. Elle est sur le chemin du retour. Elle rentre à pied. Sa maison se trouvant à quelques kilomètres de la soirée. 2, 3, pas plus. C'est la dernière fois qu'on verra Yelena vivante. Le lendemain, dans une forêt entourant Angarsk, le corps de Yelena gît sous des branches d'un arbre. Elle est retrouvée à moitié nue. Son crâne est complètement défoncé. On apprendra que l'arme du crime était un marteau. Mais les policiers ne font pas d'enquête. C'est le quotidien dans la ville. Des violences entre gangs, des féminicides. La police a presque baissé les bras devant toutes ces violences. Mais dans les semaines qui suivent, d'autres corps sont retrouvés. Une adolescente de 14 ans est retrouvée à moitié nue dans un cimetière. Et pendant l'hiver 1992, sur les bords de la rivière gelée d'Angara, des corps de femmes sont également retrouvés, ainsi que sur le long de la route M53. C'est une route qui relie Angarsk à Irkoutsk. Mais en mars, avec la remontée des températures, la neige se met à fondre et on retrouve encore plus de corps. La particularité des victimes est qu'elles ont toutes été alcoolisées. Mais la police de la ville ne s'inquiète pas plus. L'alcoolisme et les féminicides étant plutôt banals dans la région. Malgré le mode opératoire identique, comme des coups à la tête et l'utilisation de la même arme ou le même style d'arme et le nombre de victimes, la police ne fait aucun lien. Mais la population, quant à elle, pense déjà à un tueur en série et l'appelle le maniaque d'Angarsk ou le loup-garou. En 1998, nous en sommes donc à 30 femmes assassinées. Mais une femme, Svetlana, 17 ans, va réussir à échapper à son bourreau et donner des premiers indices sur ce tueur
Nous sommes le 27 janvier 1998, dans la nuit froide et glaciale d'Angarsk. Svetlana se dépêche pour rejoindre le dernier tram lui permettant de rentrer chez elle, mais elle le rate. Il est environ 21h. Un homme en voiture s'approche et baisse la vitre. L'homme propose de la ramener. Il lui explique qu'il est policier, et la jeune femme ne s'inquiète pas, voyant une partie de son uniforme. À cette époque, dans la région, faire du stop est banal, surtout avec ces températures glaciales. Personne ne voudrait rester dans le froid. Svetlana a très froid et elle accepte donc la proposition de l'homme. Il faut savoir aussi qu'à cette époque, chaque policier utilisait sa propre voiture, n'ayant pas assez de voitures de police. Elle monte dans la voiture et il y règne une ambiance étrange. L'homme ne dit plus un mot et la femme commence à sentir l'angoisse quand elle remarque que l'homme ne va pas vers son domicile, mais s'éloigne encore plus de la destination. Elle lui demande alors où ils vont, mais l'homme reste muet. Après quelques kilomètres, en sortant de la ville, l'homme s'arrête. Il frappe la jeune femme au visage, sort de la voiture et ouvre sa portière. Il la sort violemment de la voiture, en la tirant par les pieds et les cheveux. Évidemment, pour la jeune femme, c'est très douloureux et elle crie fort. Et c'est ce qui la sauve. Elle crie tellement fort que l'homme panique, lâche sa proie, remonte dans la voiture et prend la fuite. Un groupe de jeunes la trouve sur la route et la met à l'abri dans un immeuble. La jeune femme est rassurée, mais le concierge la remarque et la met à la porte de l'immeuble malgré le froid glacial. Le tueur, toujours en train de chercher une nouvelle victime, sillonne le quartier, phare éteint. Il revoit la jeune femme, sort de la voiture. Elle l'aperçoit et court pour lui échapper. Mais il la retrouve et se jette sur elle. Il la frappe, essaie de l'assommer, avec une énorme violence. Il lui frappe la tête contre un arbre. Malheureusement, ce n'est pas fini le calvaire pour la jeune femme. Elle se fait violer par l'homme. Svetlana voit le visage de son agresseur sans aucune expression au-dessus d'elle. Et aucun son ne s'échappe de la bouche de l'homme. Elle n'entend que le silence dans le froid glacial de la ville. Et puis, plus rien. Svetlana se réveille le lendemain. Elle est en culotte. Au-dessus d'elle, des néons. Elle remarque qu'elle est sur du métal. À côté d'elle, un cadavre. Elle est dans une morgue. Les médecins la croyaient morte. Svetlana est évidemment traumatisée. C'est normal après ce qu'elle vient de subir. Elle a donc du mal à raconter les faits. Les policiers décident de lui faire des séances d'hypnose. Et grâce à elle, elle arrive à se rappeler des détails. Les bottes d'uniforme de l'homme, sa profession de policier à Angarsk. Mais l'enquête sera bâclée. On interroge de nombreux policiers. Mikhail Popkov est lui aussi interrogé. C'est un homme de 34 ans, avec le visage très fin, au teint gris. Il est marié et père d'une petite fille. Et il est mis hors de cause assez rapidement. Y avait-il une solidarité policière dans cette affaire ? Ou alors la police ne voulait pas s'embêter avec ce type d'enquête ? On peut vraiment se poser la question. La presse ne s'empare pas non plus de cette affaire. L'affaire semble avoir été étouffée. Mais malheureusement, les morts continuent. Yelena Nakuvatora, 23 ans, se rend à la messe le soir du 18 avril 1998. C'est la nuit de Pâques orthodoxe. La jeune femme s'y rend pour prier pour sa fille de 9 mois, Alina, qui souffre d'un handicap sévère. Elle mourra ce soir-là, dans les griffes du tueur. Le 18 juillet 1998, Natalia Timakova, 25 ans, part chercher de l'alcool vers 3 heures du matin, après une fête chez des amis.
Sa famille ne la reverra plus jamais. On l'a retrouvée morte, le crâne défoncé, à l'arme blanche, et avec des coups portés sur tout le corps. Mikhaïl Popkov tue quelquefois même 2 femmes en même temps, comme en octobre 1998, où on retrouve Tatiana Martinova et Julia Brikova, qui sont 2 amies, sur le bord de la M53. Cette route a d'ailleurs été nommée route de la mort. Les corps ont été découpés. À leur obsèque, on n'a pas pu laisser le cercueil ouvert dans la maison pendant quelques jours comme le veut la tradition orthodoxe du pays, les corps étant trop abîmés. En 1998, le procureur général de la ville d'Irkoutsk, qui est située à environ 40 km dans Ngarsk, est sûr qu'il s'agit d'un tueur en série. Il décide d'envoyer son adjoint, Nikolai, qui a de l'expérience dans le domaine. Il se déplace donc dans la ville d'Angarsk et rejoint les locaux de la police. Mais il découvre que le dossier est presque vide, bâclé. D'ailleurs, il racontera au journal Le Parisien 20 ans plus tard: « J'ai très vite compris que l'enquête avait été complètement bâclée. Tout avait été fait superficiellement. Nombre d'indices avaient été négligés et perdus. Les examens de base, même pas effectués. » Il découvre tout de même dans le dossier que les couteaux, haches, gourdins, marteaux sont les armes utilisées par le prédateur. Et il découvre aussi que le mode opératoire est le même. Le tueur fait sombrer la ville dans la terreur. Fin décembre, l'enquêteur dresse le profil du tueur en série. Il est pour lui un homme connaissant très bien la région, de type caucasien, né entre 1960 et 1969. Il posséderait un véhicule, ou son travail lui permet d'en avoir un. Il pense que le tueur a une haine viscérale des femmes. Il émet l'hypothèse que si elle a une femme, elle serait infidèle. On peut remarquer aussi qu'il s'attaque à des personnes ivres, qui seraient donc plus dociles, et qui seraient aussi plus consentantes à avoir des rapports sexuels avec un inconnu. Il serait d'apparence rassurante, physiquement en forme. Nikolai est sûr d'une chose, et l'avenir lui donnera raison. L'homme travaille dans la sécurité, l'armée ou la police. Mais Nikolai, voulant enquêter encore plus en profondeur, a le malheur d'apprendre que la police de la ville ne coopère pas avec lui. Les comptes rendus des policiers interrogés ont disparu, et il ne trouve plus aucune trace de ces interrogatoires. Les policiers gardent le silence sur cette affaire, et il est malheureusement retiré de l'affaire après avoir dénoncé les agissements de la police locale. Le tueur a donc le champ libre, et il tue encore plus, et avec encore plus de violence. Mais une victime permettra de resserrer encore plus l'étau sur le tueur. En juillet 1999, Evgenia Protasova, qui a 18 ans lors de l'attaque, perd la mémoire suite au choc de la rencontre avec le tueur. Il lui a porté des coups violents à la tête. Mais quelques éléments lui reviennent. Avant l'attaque, la jeune femme est en voiture avec son copain, et ils se disputent violemment. Il la jette de sa voiture. Une voiture s'approche alors, lentement de la femme. Elle se souvient d'un homme avec les traits creusés. Il lui sourit et lui présente sa carte de police. En confiance, la femme s'installe sur le siège passager. Mais le conducteur ne la ramène pas chez elle. Il est muet et ne lui répond pas quand elle lui demande où il l'emmène. Il stationne sa voiture à l'abri des regards, se tourne vers elle et l'étrangle. Eugénia essaie de s'échapper. Elle perd une chaussure dans sa lutte et s'évanouit. La jeune femme se réveille quelques heures plus tard. Elle se retrouve dans un village à côté, celui de Malaya, abandonné sur le bord de la route. Elle passera plus d'1 an à l'hôpital suite à son traumatisme, souffrant d'une amnésie partielle. Il ne l'avait pas tuée, ou peut-être l'avait-il crue morte? Mais la police continue à cacher des choses. Elle ne pense pas possible qu'un tueur se cache en son sein. L'enquête n'avance pas, et la police ne coopère toujours pas. Les prélèvements ADN récupérés sur les lieux du crime ne sont pas envoyés à Moscou. On remarque que les dossiers s'effacent ainsi que les noms des victimes. Et pourtant les meurtres continuent. On retrouve le 17 août 1999 des restes d'une femme dans une benne à ordures, sa tête dans une poubelle, dans un autre quartier. Il s'agit de Marianne Moloskova, une femme de 20 ans qui était employée dans une station de pompage.
Elle avait disparu quelques jours plus tôt. Mais le 5 juin, on retrouve le corps de Maria Alekhina et Lilia Paskaya qui ont 35 et 38 ans. Ce double meurtre apporta de nouveaux indices. Dans la forêt où sont retrouvés les corps, sur la route allant vers Irskoutsk, on distingue des traces de pneus. Ils appartiennent à une Lada, un 4x4 russe. Andrew Topalov est un chef de la brigade criminelle. On lui confie l'enquête. Il reprend les interrogatoires des policiers, parce que pour lui, c'est une piste à creuser, et Mikhail Popkov lui semble louche. Pour parler un peu plus du profil de Mikhail Popkov, il est né en 1964 à Norilsk, dans le nord de la Russie, très loin d'Angarsk. Il est élevé par ses grands-parents et à 5 ans, il rejoint sa mère et son père, qui travaillent donc dans la ville d'Angarsk, une ville qu'il ne quittera jamais. D'après sa famille et ses amis, c'est un père et un mari modèle. Il vit avec sa femme, Elena Popkov, qu'il a rencontrée au milieu des années 80, et sa fille, Ekaterina, née en 1987. Ce père aimait sa fille et allait jusqu'à la chercher en boîte de nuit à 3h du matin. Il a fait une collection de petites voitures avec elle, qu'ils exposent fièrement dans la maison. Ils habitent dans une maison mitoyenne depuis environ 10 ans. Ses collègues le décrivent comme un policier sérieux, pointilleux. C'est un homme qui aime l'ordre et il s'est pris de passion pour la randonnée et le biathlon. C'est donc un homme assez sportif. Après 10 ans, dans un poste de police d'un quartier, il est promu au commissariat central. Il est très polyvalent dans ses tâches. Il emmène par exemple ses collègues sur les lieux des crimes, parfois même sur ses propres crimes. Il travaille de nuit et s'absente souvent de son poste pour des soucis familiaux, mais il revient assez vite par la suite. À cette époque, il y a donc une pénurie de voitures et tous les policiers utilisent leur véhicule personnel. Le policier roule donc dans sa Lada Niva de 1986. Le modèle de voiture dont proviennent les traces qui sont retrouvées sur les lieux du double assassinat de Maria Alekhina et Lilia Paskovski. Pendant l'interrogatoire, Andrew Topalov a vraiment un drôle de pressentiment envers Mikhail Popkov. Il le trouve très réservé, fermé. Il ne dit pas un mot même quand Andrew utilise la force. La femme de Mikhail Popkov travaille au bureau des passeports qui se trouve aussi dans le commissariat. Elle le défend et valide les alibis de l'homme malgré les preuves de la Lada Niva et les témoignages des survivantes Svetlana et Evgenia. Popkov est libéré de l'interrogatoire. Mais en 2002, il est licencié de son poste de policier après avoir frappé sans raison un homme ivre à coups de crosse. Il travaille maintenant comme agent de sécurité dans une des nombreuses usines pétrochimiques de la région et doit aller chercher des voitures d'occasion à Vladivostok pour un autre travail à environ 5000 km de chez lui, soit 50 heures de route avec le risque de retrouver, évidemment, des victimes sur son chemin. Le comité d'enquête, qui est un peu l'équivalent du FBI en Russie, continue à le suivre. Sergei Derven est un colonel qui lui aussi a la charge du dossier d'Angarsk. Il dénonce également un manque de coopération avec la police locale, mais il arrive à identifier l'empreinte génétique du tueur à l'aide des traces ADN retrouvées sur le corps des victimes. Mais il n'y a plus de meurtre dans la région. L'enquête est de nouveau au point mort. Le comité d'enquête, avec à sa tête Artyom Dubinin, se charge de l'enquête et continue les recherches début 2009. Il prend en compte les indices déjà existants, comme les lieux des meurtres, qui permettent de localiser une zone où le tueur pourrait habiter. Il prend en compte aussi le profil psychologique, le véhicule, la Lada, et la liste des suspects commence à se réduire. On fait des prélèvements de salive à tous les policiers, et celui de Popkov correspond à l'ADN retrouvé. Mikhail Popkov, maintenant âgé de 49 ans, est arrêté à la gare de Vladivostok à la descente d'un train et il dit aux policiers « Si j'avais eu l'argent, je serais déjà en Australie. » Il le dit très calmement. Mikhail Popkov est en prison le 23 juin 2012. Il avoue 22 crimes et explique pourquoi il a arrêté de tuer et violer après 2012. Il dit « J'étais atteint par la syphilis. Je suis devenu impuissant. Et je ne pouvais plus tuer ou violer. Je n'en avais plus l'envie. » Et il parle de plus en plus et commence à avouer d'autres crimes. Il dit avoir participé aux enquêtes sur ces crimes et qu'il faisait tout pour détourner les soupçons et supprimer les éventuelles preuves de sa culpabilité.
Par exemple, quand il a tué Maria et Lilia, il a pu récupérer son badge de police qu'il avait oublié sur les lieux. On a pu remarquer que ses absences pendant ses services correspondaient au meurtre. Popkov va encore plus loin. Il dit que la plupart des viols ont eu lieu après l'assassinat. Et pour son premier meurtre, il dit « J'ai simplement senti que je voulais tuer cette femme, que j'avais pris en voiture. » Mais quand on lui demande pourquoi avoir commis ces crimes, il explique qu'il est un purificateur, que ces femmes étaient mauvaises, certainement des prostituées. On découvre pendant l'enquête que sa femme, Elena, avait eu un amant en 1992, et il l'avait appris. Ça correspond à l'année où il a commencé à tuer. Nikolai, l'adjoint du procureur, avait vu juste dans le portrait psychologique de l'homme. En janvier 2015, Popkov est condamné à de la prison à perpétuité. Sa femme Elena ne croit pas son mari coupable, même avec ses aveux. Elle dit qu'elle n'aurait jamais vu du sang sur l'uniforme ou vu des armes chez eux. Sa fille, Ekaterina, en avril 2015, explique à la télévision qu'elle restera toujours sa petite fille. Elle veut devenir criminologue et explique « Je ne crois à rien de tout ça. J'ai lu des livres sur les tueurs en série. Papa ne correspond à aucune classification des meurtriers. Il n'est pas un maniaque. » Pendant ce temps, les investigations se poursuivent. Le comité d'enquête sait que le nombre de victimes dépasse les 22 femmes. Et ils n'ont pas tort, car en 2017, Popkov avoue 59 meurtres supplémentaires. Il confie à une journaliste du blog Medusa, un média populaire en Russie, comment il décidait de tuer ou non ses victimes. Il raconte « Elle devait se comporter de telle manière qu'elle se moque complètement de l'endroit où nous allions. Si elle ne me provoquait pas, qu'il n'y avait pas de préjugés de sa part ou d'attitude négative, je la ramenais chez elle et lui demandais son numéro de téléphone si nous avions sympathisé. » Popkov n'a aucun regret. Il se croit légitime, allant jusqu'à monnayer ses interviews. En décembre 2017, une journaliste a dû lui donner 100 000 roubles, soit environ 70 €, et des grilles de sudoku pour l'approcher dans sa prison. En 2018, Popkov est jugé au tribunal d'Irkoutsk. Des familles sont venues voir l'assassin qui ont enlevé la vie de leurs proches. Il n'a pas l'air de regretter. Il semble même heureux d'être là. Il est condamné à une nouvelle peine de prison à vie. Et il est envoyé à Torbisky, en Mordovie, dans un camp de travail forcé. Popkov a finalement reconnu 83 meurtres. Il s'agit de femmes, à l'exception près d'un seul meurtre d'hommes. Mais dans son camp de travail, il s'ouvre encore plus et il parle d'autres meurtres qu'il aurait commis sur la route qui relie Irkoutsk à Vladivostok, quand il rapatriait des véhicules d'occasion. Une route d'environ 4000 km qui doit malheureusement compter de nombreuses victimes. Une nouvelle route de la mort pour un des pires tueurs en série du monde.